Bon, c'est une grande joie, mon Pierrot, de te recevoir une nouvelle fois. Ça fait trop longtemps, comme on le disait en off, qu'on ne s'est pas vu, Ouais, qu'on ne s'est pas parlé, etc. Euh, l'éternité. une éternité, beaucoup trop long. Alors, au moins, parfois, on Mm. sait au téléphone. Au moins, Ouais, parfois, on te voit comme ça, faire des apparitions sur YouTube, chez ouais, Thierry et chez d'autres. Mm. Et je Mm. sais à quel point tes interventions plaisent à tout le monde. Donc, bon retour, mon ami. Mais merci beaucoup. Merci à toi de m'inviter. Euh, on était déjà parti un petit peu en off, là. Propos de la constatation de ce monde actuel qui est en train de bouger. J'aimerais qu'on réponde à pas mal de questions. J'aimerais qu'on ait ta vision aussi des choses aujourd'hui, en Ouais. plusieurs fois, en une fois. Je sais pas Ouais, combien de temps oui, ça va oui, prendre. De oui. toute façon, on va Ouais, discuter. tout à Euh, fait. mais repartir sur ce fait que tout s'éclaircit, on se sent beaucoup plus à notre place et qu'on a l'impression justement que tout ce qu'on a préparé jusqu'à maintenant, c'était pour ce moment-là, moment de gros Absolument. transition et de changement de paradigme. Absolument. Euh, Est-ce que tu peux revenir sur cette sensation-là que tu as? Mais en fait, aujourd'hui, on est en train de vivre ce que je définis aujourd'hui comme en fait une hormèse sociale. C'est-à-dire qu'on a souvent parlé, tu sais, de l'hormèse physiologique. Moi, j'embête tout le monde avec mon hormèse intellectuelle. Et là, ce que l'on est en train de vivre avec ce Covid, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment de l'hormèse sociale. C'est-à-dire qu'on sort de notre petit intérieur pour se rendre compte à quel point notre environnement est capital. Capital. C'est-à-dire que c'est elle qui va déterminer la qualité avec laquelle toutes les transformations et tous les ressentis qu'on va avoir à l'intérieur de nous vont se concrétiser. Donc, il y a un énorme malaise dans un premier temps parce que tout est tourné autour de la peur. Du coup, les gens se sentent complètement perdus parce qu'il y a aussi toute une guerre de l'information derrière. Mais ce qui compte, c'est vraiment quand on prend du recul et qu'on n'est pas impacté immédiatement par la dimension émotionnelle, c'est de se rendre compte comment tout cela, toute cette hormèse sociale crée du mouvement, crée un dynamisme. D'accord? Et je ne sais pas si tu te souviens, lors de la dernière conférence que j'avais faite en 2019, il me semble, avec vous, on avait vraiment parlé de ces éléments qu'on retrouve déjà en physique, comme l'attracteur étrange de Lorentz. Je ne sais pas si tu t'en souviens. La théorie du Et chaos, attends. exactement, exact. Je suis en train de lire Voilà, ça, alors bon. bien, magnifique, excellente référence. Et donc, on retrouve en fait là, à l'échelle du monde, mais du monde du vivant, mais surtout de l'humain, le dynamisme que l'on peut créer, que l'on peut retrouver en temps normal à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement qui s'est créé. Tu te rappelles cette espèce de lemniscate là? Ouais, c'est pour ça que je cherchais un petit peu, mais je mettrai en post-production une image. Ouais, oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, ce mouvement, en fait, nous montre, cet attracteur nous montre, en fait, que il y a toujours un retour, mais sans exactement, c'est ça l'attracteur étrange de Lorentz. Et on se rend compte que dans ce forme de schéma, on revient toujours vers le centre, mais sans passer exactement dessus. Et plus on s'éloigne, dans ces boucles de papillons, plus on s'éloigne du centre, et lorsqu'on en revient, plus on crée finalement de l'adaptation parce qu'on crée de l'inattendu. Et ce qu'a créé en fait ce Covid, c'est de l'inattendu, c'est-à-dire qu'on est dans l'inédit par rapport à la réorganisation dynamique de l'échelle sociale. Et ça, c'est le cœur, la racine de l'adaptation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si en tant qu'humain, ça veut dire deux choses importantes. La première, c'est que si nous voulons évoluer, nous devons forcément passer par ce genre de situation. Donc ça veut dire que déjà, c'est quelque chose de positif. D'accord? Et deuxièmement, si on comprend bien la dimension physique et thermodynamique de cet attracteur étrange, ça veut dire quelque part que c'est écrit. Ça veut dire que c'est comme ça que ça fonctionne. Et que ceux qui sont surpris et pris un petit peu par la peur aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas compris dans quel monde on vit. D'accord? Donc, en fait, là, on ne fait que vivre ce que nous devons vivre. Et la majorité des gens qui vivent dans la peur actuellement vivent dans la peur parce qu'ils vivent ce que nous vivons comme une fatalité. Il n'y a aucune fatalité. Pardon? Et comme quelque chose d'anormal. D'anormal, parce que c'est une fatalité. Un peu comme quand on tombe malade, ça nous tombe dessus. C'est la malchance.
Non, non, mais tout ce que l'on vit aujourd'hui n'est pas une malchance, c'est normal et nous devons passer par des étapes comme ça pour évoluer. C'est bon, il y a des pépites et il y a un milliard de questions et de réflexions qui sortent dans tout ça. Évidemment. C'est le problème des conversations Zoom, c'est-à-dire que c'est quand même, il manque le lien humain hein, qui nous fait défaut. C'est quand même très dur, absolument. Mais là, en quelques lignes et en quelques phrases, c'est très important de prendre le temps d'intégrer ce que tu viens de dire parce que c'est essentiel. Et c'est là où tu es très, très fort et ta pédagogie nous impacte tous. C'est-à-dire que tu essayes de faire le lien, comme le fait très bien Étienne Klein, entre ce que nous avons appris par le passé, des grandes lois et des grands principes qui s'imposent à nous, mais que nous oublions dans ce monde de diversion et des choses qui sont beaucoup plus futiles. Et bon, bref. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'hormèse que je rabâche toute la journée, c'est une croissance post-traumatique, comme dirait Taleb. C'est-à-dire, on est exposé à une volatilité, et ça va nous faire grandir. L'hormèse, c'est pas se coincer les doigts dans une porte et quand ça fait mal. C'est grandir derrière quelque chose qui est, voilà, encore une fois, une sorte d'épreuve, quoi. Et ce qui est toujours rassurant de se dire, parce qu'on peut avoir peur hein, de se dire je vais éviter éviction de l'agent stressant, je vais éviter ce qui me fait mal, ce qui pique, ce qui fait froid, etc. Ce qui est rassurant, c'est de se dire mais ma physiologie, elle est conçue pour ça. Elle n'est pas conçue pour le confort. Et là où, comme tu l'as très bien dit, le message aveugle un peu et la mécompréhension du terme de l'homéostasie, c'est de croire que l'être humain est bon quand il est à un point de hop, c'est bon, état d'équilibre, 37,5, je bouge plus, servi, poker. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est une tension vers ce point au milieu de Lorentz qui ne sera jamais atteint. Peut-être on va passer à côté, mais on va repartir, etc., etc. Croissance post-traumatique dont nous vante Taleb, signe noir dont il parle, c'est-à-dire les événements qu'on ne pouvait pas prévoir. On pense que tous les oiseaux, les cygnes, sont blancs jusqu'au jour où on va en Australie et là on tombe sur un signe noir. C'est exactement ça, même s'il a dit que le Covid n'était pas vraiment un signe noir, etc. Mais c'est quand même des événements. On ne peut pas prévoir le monde qui nous entoure. Il y a une volatilité, il y a du hasard un peu partout. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est capable, on doit, même comme tu dis, c'est une obligation de passer par là pour évoluer. Exactement. Absolument. Absolument. Et d'ailleurs, dans cet attracteur étrange de Lorentz, très souvent, dans l'homéostasie, en fait, on dit que le point le plus important, c'est le point qu'il y a au centre. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Les points les plus importants, ce sont les boucles des ailes. C'est le cheminement, la tension qui va être créée pour aller loin du point d'équilibre et le retour dans lequel on va intégrer ce qu'on a appris loin du point d'équilibre. Donc, c'est toujours une question de perspective. Et la plus grande problématique par rapport à ce que nous vivons par rapport au Covid aujourd'hui, c'est une perspective. C'est-à-dire qu'on nous vante, on nous montre, on nous vend, je dirais même on nous vend actuellement une vision du Covid qui est indexée uniquement sur la peur, parce que en fait, le Covid est instrumentalisé, politisé pour nous amener à je ne sais quoi. Mais par contre, nous avons le droit et le devoir de nous l'accaparer et d'en faire aussi, nous, un chemin de vie. Une croissance. Ouais, une croissance, exactement. Ouais, c'est sûr. Absolument. C'est toujours l'histoire qu'on se raconte. Hein. Il y a un grand monsieur, je le cite souvent parce que je l'aime beaucoup, qui m'avait dit une fois vos croyances définissent votre champ des possibles. Bon, c'était toi qui m'avais dit ça, évidemment. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'à chaque instant, c'est pas qu'une histoire de verre à moitié plein, verre à moitié vide. C'est vraiment important de se dire que ce que vous êtes en train de vivre, l'histoire que vous racontez vous-même, votre narration interne est plus importante même que l'acte en lui-même, que l'événement. Et cette crise actuelle, on est vraiment un exemple typique. On peut voir autour de nous, comme tu l'as très bien dit, ce noyage dans la peur. Au-delà de ça, des gens qui en font une joie, quoi, vraiment, ils se découvrent de l'humanisme, vraiment. Tu as dit quelque chose de très important tout à l'heure, c'est que l'on peut se rassurer en se disant en fait que notre physiologie est adaptée à cette situation. Ça va beaucoup plus loin que ça.
Ça va beaucoup plus loin que ça parce qu'en fait, c'est parce que notre physiologie est telle qu'elle est que le Covid existe. Ça va beaucoup plus loin. Il faut penser l'univers, d'accord, comme un organisme. Comme un organisme. C'est-à-dire que ce que l'on étudie, nous, à l'échelle du corps, comme l'homéostasie, c'est quelque chose qui a lieu par extension dans tout l'univers. D'accord ? Le fait de réduire le vivant au corps physique, c'est quelque chose de totalement arbitraire, parfois pédagogique, intéressant pour pouvoir étudier les choses pas à pas, mais qui n'a pas de réalité. Tu te rappelles du fameux foie qui n'existe pas ? On peut l'étendre à une civilisation, on peut l'étendre à une structure, à un système comme la Terre. D'accord ? Donc là, il faut imaginer que nous, par exemple, nous sommes de simples cellules et que la Terre, c'est un organe. D'accord ? Et qu'en fait, ce Covid, c'est juste un passage viral pour passer d'un état A à un état B qui sera un état de maturation. D'accord ? Et pour pouvoir s'élever, il faut pouvoir passer par ces phases de stress, mais ce sont des phases de stress où il n'y a pas le bien et le mal. On est tous dans le même camp. D'accord ? Et quand on étudie les virus et qu'on sait comment est-ce qu'ils fonctionnent véritablement, on voit bien que ce ne sont pas nos ennemis. D'accord ? Donc, ce que l'on est en train de vivre à l'échelle mondiale actuellement, alors que d'habitude on le vit à l'échelle nationale ou régionale, mais c'est une étape incroyable, incroyablement riche, avec énormément de potentiel, qu'on aurait pu ne pas espérer vivre de notre vivant. Donc, ça annonce des choses, mais extraordinaires. Moi, alors, je ne vais pas dire que j'ai hâte parce que j'ai envie de vivre chaque instant quand même, mais il va se passer, et d'ailleurs, il se passe déjà des choses incroyables. Les gens sont encore un petit peu trop tétanisés par la peur et donc ils sont focalisés sur BFM. Mais si les gens pouvaient prendre tout petit peu de recul et regarder comment les choses, les adaptations de l'organisme se mettent en place à l'échelle sociale, c'est incroyable. Moi, je vois déjà des choses incroyables. Bien sûr. Pour ajouter ma pierre à l'édifice, tu sais qu'on a fait le Tour Super France avec Gunther Pauli et Samuel Kahn. Mais ça en fait partie. Tour de France, Tour Super France. C'est vrai que je sortais du premier confinement, parce que c'était au printemps, en été qu'on a fait ça, avec une certaine forme quand même de morosité. C'est-à-dire que je m'étais quand même chopé le premier confinement. Je me disais, bon, tout le monde se l'est pris ça sur le coin de la nuque, ça doit être un petit peu dur, etc. Mais je me suis pris un tsunami de bienveillance et de bonnes ondes et d'initiatives humaines qui étaient presque trop, en fait. C'est-à-dire que j'ai fini Super France au bout de 3 semaines et j'ai passé quelques nuits blanches. Je ne savais plus où, tu vois. Ça m'a déstabilisé. Parce que j'ai vu à quel point les gens s'organisent, comme tu l'as dit très très bien. C'est-à-dire que la croissance était déjà là. C'est-à-dire ce ne sera pas l'année prochaine, c'est l'adaptabilité tout de suite. L'humanisme d'abord, dans les grandes villes comme dans les petites, à tous les échelles sociales. C'est-à-dire, il y avait les maires, il y avait les gens en département qui s'impliquaient, il y avait les entrepreneurs. C'était waouh, incroyable. Absolument. Et donc ça, c'est quelque chose qui, si tu veux, ces mêmes personnes, tu les aurais rencontrées sans l'effet Covid, il n'y aurait pas eu tout ça. Il n'y aurait pas eu tout ça. Donc, si on arrive vraiment à faire un petit pas en arrière par rapport à la peur, je parle vraiment pour les gens qui sont vraiment dans la peur, mais on est c'est Noël. C'est Noël. C'est difficile de voir Noël, je pense. Évidemment, nous, on arrive peut-être à prendre ce recul-là pour tous les gens qui, évidemment, ne voient même pas un sourire de la journée. Bien sûr. C'est très compréhensible. Cette peur-là, on n'est pas du tout en train de stigmatiser une partie de la population. Justement, au contraire, on aimerait œuvrer pour leur changer leur quotidien. Et j'espère que cette vidéo sera là pour ça. Mais justement, tu vois, après, j'ai fait un tour de France, moi, de mon côté, qui s'appelait les Autonomes Solidaires. Je suis allé pas loin de chez toi, d'ailleurs, à Oloron-Sainte-Marie. Et l'étape de Oloron-Sainte-Marie, il y avait une jeune, alors grande fan de Vérisme TV, c'était génial, elle était en 3e. Et d'une maturité incroyable, mais incroyable. Et pendant le week-end, elle vient me voir, elle me dit, donc déjà, quand tu as une jeune comme ça qui vient te poser une question en cherchant la vérité pure, toi, tu es là. Et elle me dit, Pierre, comment on fait
pour ne pas lutter contre, mais pour œuvrer pour. Allez, bim. Et bam. Donc, moi, je te pose la même question. Tu me poses la question, moi? Ah oui, ah ben dis donc, voilà, c'est un peu. Va falloir faire de sacrés détours pour répondre à ce genre de questions. Non, mais donner déjà quelques indications là. Mais je pense que, encore une fois, je pense que lorsqu'on est contre, c'est une question de perspective. C'est-à-dire qu'on est contre parce qu'on est en réaction. D'accord? En fait, ce qu'il faut éviter, à mon sens, hein, c'est d'être dans la réaction. Parce que la réaction va obligatoirement entraîner une partie de notre émotionnel. Et l'émotionnel va avoir du mal à être, on va dire, pour le coup, raisonnable et à pouvoir amener les choses de façon, je dirais, juste. On va avoir tendance à toujours à déborder ou à ne pas à se laisser emporter par les émotions. Quand on cherche à œuvrer pour, il faut vraiment le faire de façon posée et ne pas être dans quelque chose qui puisse nous faire sortir un petit peu de nos gonds. Moi, je le vois par exemple hein, par rapport au Covid, on voit très bien hein, que les gens se séparent un petit peu en deux classes. Et les gens qui perdent un petit peu leur self-control sont les gens justement qui veulent absolument imposer leur point de vue. Alors qu'il n'y a pas de point de vue à imposer, hein. Chacun a le droit d'avoir le sien. Ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer et pour comprendre ce qui nous arrive. D'accord ? Et ça, il n'y a pas besoin, d'être dans l'émotionnel pour pouvoir œuvrer. Donc, je pense qu'il faut toujours marquer un temps d'arrêt pour être dans l'œuvre et non pas dans la réaction. Je pense qu'il faut toujours laisser une part de digestion par rapport au sujet dans lequel tu veux œuvrer pour pouvoir être dans la meilleure des conditions, pour pouvoir y aller avec un maximum de sérénité. Parce que, je termine juste, mais le problème avec ce genre de choses, c'est que très souvent, on est tellement touché par ce qui nous arrive qu'on a envie immédiatement de réagir. Et il est là le piège. Parce que quand on va réagir, on va souvent être on va souvent être contre et non pas œuvrer pour. C'est difficile cette réflexion-là, parce que même si c'est ce que nous propose Patrice Franceschi, que je cite souvent dans Le Samouraï moderne, etc., qui dit bien c'est la raison qui doit tenir l'émotion, c'est elle qui dirige l'attelage, même si l'émotion est reine, si la raison ne la dirige pas, on s'en va vers des problèmes. Et malheureusement, comme le dit très bien encore une fois notre ami Étienne Klein, dans le monde actuel où dans les mêmes canaux circulent avis, opinions, vérité, fake news, tout ce que tu veux, c'est très difficile déjà de dégager de ce qu'on sait vraiment de la réalité, ce qu'on ne sait pas, ce qui est juste de l'ordre de l'opinion d'un tel, d'un journaliste, peu importe. C'est pas facile de faire la part des choses d'une certaine manière. Une autre, je pense que ça rejoint le fait quand il explique que nous ne savons pas comment nous avons su les choses, ce que tu essaies de nous transmettre aussi. Tout à fait. Et ça rejoint ce concept de l'ignorance. Hein. C'est toi qui nous disais que c'était la plus grosse maladie auto-immune du monde. Justement, absolument. Comment... Alors, je me mets à la place de quelqu'un qui découvre cette vidéo et qui se dit, bon d'accord, mais où est-ce que je m'informe? Par quoi je commence? C'est-à-dire, je vois bien, j'ai une dose d'angoisse qui est là. Dès que je sors, je mets mon masque parce que je crois que je vais potentiellement, je sais pas, autant je vais transmettre, autant je vais recevoir un virus. Enfin, qu'est-ce que je fais? Comment je m'informe? Voilà. Alors là, effectivement, on est dans une situation où on est un petit peu pris à la gorge. C'est-à-dire que si on n'a pas fait de prévention au préalable, il va être très difficile dans une période, un moment de stress comme celui-là, c'est le moment le plus, je dirais, le plus inadapté pour apprendre de façon constructive. C'est-à-dire que comme on va être énormément dans l'émotionnel, on ne va plus avoir de discernement et on ne va pas apprendre les choses parce qu'elles nous nourrissent, mais parce qu'elles nous rassurent. Tu vois ? Et donc, c'est un petit peu comme en religion. Il y a des gens qui vont se mettre en religion, non pas parce qu'ils ont véritablement la foi et qu'ils sont portés là-dedans, mais parce qu'ils ont peur que éventuellement le diable existe.
Tu vois? Donc, on est dans une situation un petit peu délicate. Donc, quand la situation est déjà là, c'est vraiment compliqué. Hein. Il faut, je pense, repartir sur les fondamentaux, mais les fondamentaux prennent du temps. La vie prend du temps, la nature prend du temps. Et le fait d'être en paix avec soi-même et d'accepter, de comprendre comment le monde fonctionne, ça prend du temps. Moi, ça me prend un temps fou de le faire. Et ouais, oui, ça me prend un temps fou. Donc, c'est difficile quand c'est là d'être dans un état suffisamment, je dirais, adapté pour pouvoir être juste. Là, on traite une urgence, en fait, sur le moment. Actuellement, ceux qui découvrent le monde aujourd'hui, non, ils sont dans l'adaptation. D'accord? Donc, il y a un phénomène de crise qui est de répondre à l'urgence, mais qui n'est pas là pour apprendre dans des conditions, tu vois, de façon méthodologique. Non, non, on va au plus rapide pour pouvoir répondre au stress. Donc, c'est pas le meilleur moment pour pouvoir poser les fondamentaux, mais par contre, moi, je saurais pas trop comment diriger, à part prendre le temps, malheureusement. Oui, ben c'est ça. Moi, j'aurais peut-être tendance à dire réduire le bruit. C'est-à-dire que c'est sûr que trop de bruit, trop d'informations va tuer justement le raisonnement humain et la place que pourrait commencer à émerger une forme de raisonnement. Peut-être que la via negativa de Taleb, c'est-à-dire enlever plutôt que de rajouter, ça rajoutera, ça donnera plus de bénéfices. Oui, mais le problème, c'est que là, il y a un vrai paradoxe. C'est que les gens, moins ils ont de connaissances, et là, je parle vraiment de connaissances, pas de savoir, plus ils vont chercher de l'information, parce qu'ils ont besoin de se rassurer. Ouais. Donc, c'est tout l'inverse. Alors que quelqu'un qui a vraiment de la connaissance, ben, lui, ça va être le premier, même avant qu'il y ait il va pas attendre qu'il se passe quelque chose pour éteindre la télé, par exemple. Tu vois? Donc, c'est paradoxal comme situation. Donc, c'est difficile à quelqu'un qui a effectivement qui est dans l'angoisse de lui dire bon ben retire-toi un petit peu, retrouve-toi avec toi-même, voilà. Hein, faut être en paix, quoi. Faut être en paix avec soi-même. Il faut avoir suffisamment expérimenté avec soi-même pour pouvoir faire face à ce genre de situation. Et c'est là que du coup tout ce qu'on a dit jusqu'à présent pendant toutes ces années a son importance. C'est-à-dire que toutes les personnes qui auront effectivement accumulé de la connaissance et auront constitué un temple dans leur cœur, mais ils peuvent s'y réfugier en permanence et il n'y a aucune tempête qui peut les atteindre. Mais il faut construire ce temple et au cœur. Et plus ce temple sera grand, avec une connaissance grandissante, mais moins ce qui arrivera à l'extérieur aura un impact négatif. Si on est en paix avec soi-même, c'est sûr qu'on a une certaine forme d'invincibilité. Par contre, après, ça c'est des phrases de Patrice Franceschi, encore une fois, on ne connaîtra plus jamais la paix extérieure parce qu'on sera toujours en lutte contre les lois inhumaines. Ouais, c'est ses mots à lui. Mais voilà, c'est un petit peu ça l'idée. C'est d'abord découvre-toi toi-même, connais-toi toi-même. Ça, c'est sûr que ça prend un cheminement qui est sans doute plus long et qui demande un environnement plus stable que la période de crise actuelle. Mais peut-être aller vers les choses qui nous réconfortent, c'est-à-dire les gens qu'on aime, les gens proches, l'entourage, et essayer de réduire les entrées d'informations, essayer de, voilà, un tout petit peu, même je sais que si, parce que là, comme tu l'as très bien dit, le cerveau humain va vouloir tendance, pour se rassurer, à se conformer au groupe plutôt que rechercher la vraie vérité. Et donc, voilà, ça fait des effets boule de neige qui entraînent des comportements sans doute, si on était un alien qui regardait ça de l'extérieur, sans doute aberrant et pas très cohérent. Oui. Bon. Et puis après, ça peut devenir problématique aussi parce que si une personne s'isole complètement par rapport à ça et que du coup, elle n'a aucune information, mais en plus, encore moins de connaissances, lorsqu'elle va sortir et qu'il faudra prendre des décisions, parce que on va être amené à prendre des décisions, on va être amené à changer nos modes de vie, on va être amené à changer notre façon de voir le vivant après tout ça. Et même si c'est déjà en train d'être acté. Mais ces gens-là n'auront pas les armes, n'auront pas les outils pour pouvoir y répondre de façon adaptée et ils seront soumis pour le coup
à ce que diront les gens. Et donc, en fonction des personnes sur qui ils tomberont, bienveillants, méconnaissants, ils peuvent aussi être soumis par la suite à d'autres formes de problématiques. C'est pour ça que je pense effectivement que le travail, il se fait d'abord avec soi-même. Mais quand je dis soi-même, c'est pas se mettre dans une grotte, hein. On est bien d'accord, hein. C'est d'abord travailler sur ses émotions, sur ses représentations, sur comment on se représente le monde, comment on interagit avec lui. Et lorsqu'on a fait vraiment ce cheminement et qu'on a atteint vraiment un état de paix intérieure, ce n'est qu'à partir de là qu'on peut aller vers les autres. Mais c'est la qualité, je dirais, du temple intérieur qui fait la qualité du chemin que tu crées vers les autres. Et l'hormèse sociale dont je te parle par rapport au Covid, c'est ça qui met en avant. C'est ça, c'est tous ces chemins. Tous ces chemins. Et alors, on dit toujours que tous les chemins mènent à Rome, mais moi, je dirais que tous les chemins mènent à notre temple. D'accord? Parce que les chemins qu'on ne peut pas construire aujourd'hui parce qu'on ne sommes pas suffisamment en paix avec nous-mêmes font que nous sommes déstabilisés, que nous sommes dans la peur et dans l'inquiétude. Alors que, et je suis désolé si ça choque du monde, mais pour moi, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Il y a une phrase qui m'est sortie comme ça de l'esprit il y a peu de temps, c'est rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme en entraînement. Ah ben oui, ben écoute. Tu vois, chaque opportunité est une opportunité de grandir. Ouais, ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Nous n'avons que des possibilités, que des options, mais qu'il faut prendre. Soit on les prend, soit on les subit. Là, il y a une guéguerre qui est en train de se mettre en place entre ceux qui veulent choisir et ceux qui veulent subir. Ouais. Voilà. On en revient encore à ce concept de départ que tu nous as donné, hein, c'est celui de la posture, c'est une histoire de vision, et c'est pour ça que j'aime autant les stoïciens, c'est vraiment une philosophie de la posture. Complètement. Le monde qui nous entoure peut bien varier. Marc Aurèle, il pouvait bien avoir les barbares qu'il attaquait. Je suis stoïcien, je ne bougerai pas de ma ligne et de mes valeurs. C'est vraiment le paroxysme de la raison qui résonne justement l'émotion. Oui, mais c'est une excellente école. Une excellente école qui, aujourd'hui, sera très, très mal compris par beaucoup de gens. Mais parce que être stoïque, c'est ne pas avoir d'émotion, ne pas être humain. Exactement. En fait, ne pas être stoïque, pour certaines personnes aujourd'hui, c'est s'en moquer complètement. Je m'en fiche. Alors que c'est tout le contraire. Exactement. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Je m'en fiche pas. C'est juste que je laisse les choses à leur place. J'acte le fait qu'elles existent, mais je les laisse à leur place. C'est pas d'amalgame entre elles et mon identité. Oui, c'est ça. Et donc, ça commence par ça. Le stoïcisme, je trouve que c'est exactement un très, très bon point de départ pour parler de ce travail de point de départ, de vision du monde et du fait de construire d'abord un temple en soi pour pouvoir faire face de façon constructive au monde et aux relations et non pas de façon destructive. Parce que la destruction, elle est actuellement, elle est trop importante. Elle est trop importante. Et on la légitime, c'est-à-dire que nous avons tous individuellement un rôle. C'est pas le virus qui nous détruit, c'est notre rapport avec le virus qui nous détruit. Oui, bien sûr. D'accord ? Et il est là le point de vue qu'il faut changer. Ça fait du bien d'entendre tout ça, d'entendre Pierrot. Ça fait vraiment du bien. J'espère que tous ceux qui écoutent, ça leur fait aussi beaucoup de bien. Ah là là, tant de choses à aborder avec toi. Moi, il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir, si tu veux bien. Ah ben oui. Parce que tu sais, la dernière fois, je suis venu vous faire un petit coucou sur le. Tu te rappelles ? Oui. Et du coup, c'était assez frustrant parce qu'on pouvait pas. J'aurais bien échangé un petit peu avec vous. C'est sûr. Parce que c'était vraiment très très intéressant. Vraiment, bravo encore à vous deux. Ah merci. Et oui. Ah oui, vraiment. Et si tu veux, le jeûne, en fait, on fait juste une petite parenthèse, mais comme c'est un truc dont je parle jamais, je trouve que c'est vraiment un sujet passionnant. Bon, tu connais un petit peu ma façon de fonctionner, et à chaque fois qu'on traite d'un sujet comme ça qui devient un peu à la mode, mais pas dans le sens péjoratif, hein, attention, moi, je reviens toujours aux fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est quoi ? C'est le pourquoi. J'allais le dire.
Je n'osais pas te couper. Mais je sais, non mais voilà. Et donc, tout simplement, ce que je me demandais en regardant votre intervention, c'est pourquoi est-ce qu'on jeûne? Pourquoi est-ce qu'on jeûne exactement? Tu as raté le début de la vidéo, non? Ah oui, j'ai raté le début. Ouais, parce que je prends Fabien. Bon, Fabien, tu sais quelle place il a dans le jeûne. Hein. Absolument, c'est pour ça. Et je dis, Fabien, pourquoi on jeûne? Ouais. C'était ma première question de la première minute. Alors, j'ai pensé à toi. Ouais. Et donc, pour moi, le jeûne, l'une des raisons du jeûne aujourd'hui, c'est tout simplement qu'on mange trop. Voilà, aussi basique que ça. C'est-à-dire qu'on mange trop. Et alors, à ce moment-là, je me demande, mais pourquoi est-ce qu'on mange trop? Et je pense que là, on a une question vraiment intéressante. Parce que je pense que la raison pour laquelle on mange trop, enfin, cette question-là doit être vraiment bien comprise pour que les gens recadrent et recontextualisent un petit peu l'importance et la valeur du jeûne. On mange trop parce que, et ça c'est mon analyse, hein, on mange trop parce que l'humain, tu sais, a énormément de besoins, d'accord? On avait fait la différence entre nourriture et aliment. Donc, l'aliment fait partie de ce panel de nourriture, mais nous vivons actuellement dans une civilisation où la principale nourriture, en fait, c'est l'aliment. Et comme nous sommes dans une société vraiment de consommation, la seule véritable nourriture qui se consomme, dans le sens on achète, c'est l'aliment. Et du coup, comme nous sommes dans une civilisation là d'hyper-consumérisme, eh bien en fait, la part de nourriture qui est liée à la consommation a complètement éclipsé toutes les autres. Par quel biais? Tout simplement parce que c'est devenu accessible. C'est-à-dire que comme c'est un mode de consommation qui ne s'obtient que par l'argent, eh bien quand vous avez faim, vous descendez au supermarché en bas, vous achetez et vous consommez. Mais quand tu as besoin de chaleur humaine, quand tu as besoin d'échanges de qualité, quand tu as besoin d'amour, quand tu as besoin de rayonnement, tu ne peux pas aller au magasin, il n'y a pas de magasin de ça. Du coup, il y a énormément de gens qui vivent dans des situations où ils ne peuvent pas obtenir ces nourritures qui sont indispensables. Et comme le corps a besoin de se nourrir à 100%, eh bien, ce qu'il ne peut pas nourrir, je vais le dire de façon caricaturale, avec de l'amour, parce qu'il ne peut pas en trouver au coin de la rue, eh bien, il va le compenser par de l'aliment, parce que l'aliment, il peut l'acheter à toute heure. Maintenant, tu as les 24 heures partout, tu peux même te faire livrer, je veux dire, à quand livrer de la chaleur humaine? Bon, bref. Donc là, on se retrouve dans une situation où le jeûne va venir tamponner une situation qui se retrouve dégradée par notre mode de vie. Parce que lorsque j'ai regardé un petit peu le jeûne, comment est-ce qu'il était pratiqué auparavant, il était pas fait forcément de façon systématiquement préventive, mais en tout cas, il était fait de façon beaucoup plus, je dirais, beaucoup moins systématique qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vois, il y a tout un protocole dans lequel il faut vraiment utiliser le jeûne comme si c'était une soupape qui nous permettrait vraiment d'accéder à la santé. C'est des protocoles très, exactement, très carrés, très, très stricts. Mais ce qui est vrai, mais dans notre mode de vie. D'accord? Et donc, là où moi, je voudrais titiller un petit peu, c'est que, en fait, pour moi, le jeûne, c'est un médicament. C'est pas quelque chose qui peut s'utiliser comme ça de tout le temps. Et même, je dirais même que si on pouvait, dans certaines conditions, éviter de le faire, ça voudrait dire qu'on a atteint un niveau de vie qui est extrêmement satisfaisant. Donc, en fait, le jeûne, il vient réparer et compenser des dégradations qui sont causées par nos modes de vie. Et ce jeûne, pour le coup, il peut devenir une forme de diversion aussi si on ne traite pas la cause qui nous a amené à faire ça. C'est un petit peu comme les médicaments aujourd'hui. Tu vois,
Aujourd'hui, on accepte, enfin de moins en moins, mais on accepte de prendre des médicaments sans jamais traiter la cause. Mais on prend un médicament parce que on a développé des symptômes et comme on n'a pas écouté la cause des symptômes, on prend un médicament. Mais on n'est pas censé vivre sous médicament. D'accord? Donc, je pense qu'effectivement, le jeûne, pour moi, est un symptôme. Il est révélateur. Pour moi, en fait, aujourd'hui, le jeûne est le meilleur des médicaments. Voilà. C'est un révélateur de l'état dans lequel se trouve notre civilisation. Et en même temps qu'elle nous apporte les bienfaits pour nous permettre de réparer nos méfaits, elle nous donne aussi un message pour nous dire attention. Ok, je vous aide, mais je suis là aussi parce que vous êtes un petit peu sorti des rails et que vous avez d'autres besoins qu'il faut absolument combler. Donc, vous devez, une fois que vous avez fini de jeûner, ou même en même temps, il faudrait essayer quand même de compléter le panel de nourriture que vous n'avez pas fait. Et donc, j'en arrive à ma conclusion, c'est que la dernière fois, on se demandait, enfin, vous vous demandiez comment est-ce qu'on pouvait parer lors du jeûne à l'envie de manger, par exemple, hein, à l'envie de grignoter. En fait, le jeûne, pour moi, en tant que médicament, il n'est pas l'essence du jeûne, ce n'est pas de se priver d'aliments, c'est de s'ouvrir du temps pour se nourrir. D'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on te présente systématiquement le jeûne comme une privation d'aliments, certes, mais pour moi, c'est une caractéristique. C'est pas le fondement. Le fondement, c'est que on prend du temps pour se nourrir, mais pour se nourrir vraiment. Vraiment. Parce qu'on se rend compte que finalement, toutes les autres nourritures ont une dimension bien plus importante que les aliments. Et que les aliments viennent finalement quasiment en 6e ou 7e place pour pouvoir combler effectivement au niveau énergétique des besoins du fonctionnement du corps. Mais les autres éléments, lorsqu'ils sont vraiment remplis et qu'ils sont vraiment amenés en quantité suffisante, l'aliment devient relativement rare. Sauf besoin, je dirais, ponctuel par rapport aux exercices, par rapport à des projets très spécifiques. Mais je dirais, dans le quotidien, ils deviennent très rares. Donc là où vraiment j'ai été titillé, c'est sur le fait d'insister trop souvent sur le fait que le jeûne, c'est une privation d'aliments, alors qu'il faudrait dire que non. Pour moi, hein, je ne suis pas un spécialiste du jeûne, mais vraiment c'est mon opinion. Le jeûne, pour moi, c'est justement une phase de nourriture. C'est un moment où on se nourrit, mais pour de vrai. Parce que le reste du temps, ben, en fait, comme on mange aussi, ben, on laisse moins de place aux autres nourritures. Voilà. Elle est belle cette approche, même si on la partage, et je sais que Fabien, moi, on partage ton opinion et cette approche-là, parce que dans l'expérimentation du jeûne, quand on se sent si bien, on se rend compte à quel point c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on est nourri par les forces qui nous entourent, par les gens bienveillants qui nous entourent, par l'amour, etc. Exactement. C'est là où on se rend compte que jeûner tout seul au fin fond d'une île déserte, ce sera beaucoup plus dur et on va craquer au bout de 48 heures, quoi. Absolument. Et dans toutes les pathologies de désordre alimentaire ou tous les mots qu'on leur met dessus, on sait très bien que ce sont des systèmes de compensation par rapport à un autre pan du quotidien ou de la vie de la personne qui n'est pas satisfait, voilà, que ce soit la relation humaine, que ce soit une relation familiale, etc. Moi, ça me fait penser à... Tu sais à quel point les extrêmes me fascinent. Ça me fait penser évidemment à l'oscillateur de Lorentz, mais du combat entre Susskind et Hawking, quand il a dit l'information sur sur les côtés, enfin sur la bordure extérieure justement des trous noirs, n'est pas perdu. Donc c'est enfin le vivant, je trouve qu'il s'apprécie toujours dans ces extrêmes-là. Et c'est pour ça que voilà ce que tu dis autour du jeûne, c'est-à-dire ok, ben on vous met dans ce point-là qui est l'exact opposé du monde qu'on vous propose habituellement, et on va voir qui vous êtes vraiment. On vous met dans un congélateur et on va voir à quel point les masques tombent. C'est pour ça que voilà, tout se rejoint par rapport à ça, et c'est fascinant. Encore une fois, on pourrait dire de la même manière, la crise du Covid est un révélateur
aussi puissant que le jeune, parce que c'est un extrême qu'on connaissait, enfin, qu'on n'avait pas, on n'avait pas anticipé. Non. Et qu'on n'avait pas connu peut-être la plupart des gens. Après, si vos arrière-grands-parents sont encore là et qu'ils ont connu la guerre, ils vont vous dire le Covid, une crise, mais ne soyez jamais chef de guerre, comme dirait Arthur. Exactement. Et donc, par rapport à donc, cette approche, si tu veux, du jeune qui insiste plus sur la dimension du coup, où on se nourrit, je trouve qu'elle renvoie à ce que je te disais au départ, c'est-à-dire que tout est une question de perspective. Vraiment. Et quand tu présentes le jeûne à quelqu'un en disant, écoute, le jeûne, c'est une privation volontaire d'aliments, je dois me priver. Alors que si tu lui dis, non, le jeûne, c'est un moment où tu vas te nourrir, ça m'intéresse. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Et c'est exactement pareil pour tout. Et là, pour le Covid, on est en train de dire, écoutez, en fait, là, c'est comme quand on se prive. Voilà. Donc, c'est une question. Tout est une question de perspective. Et le jeûne a des dimensions, mais vraiment incroyables. Comme je te dis, pour moi, c'est actuellement, par rapport à notre façon de vivre, le meilleur médicament. Mais par contre, il faut le recontextualiser et l'utiliser tel qu'il est, c'est-à-dire comme un outil. Un outil. Qu'on serait capable de choisir. Voilà. Et pas rentrer encore une fois dans une forme de dogme ou se dire je jeûne parce que. Pour une raison X ou Y, où je me dis, c'est bon pour, je vais perdre du poids, je vais faire ceci, je vais faire cela, etc. Ça amène à toutes ces dérives. Voilà. Ça amène à toutes ces dérives. À partir du moment où on peut choisir de se mettre volontairement dans cette situation-là, mais c'est là où on est vraiment, je pense, en santé. Oui. Mais complètement. Mais c'est comme pour le froid. Quand on décide d'y aller volontairement, c'est autre chose que quand on est sous un préau, qu'on grelotte. Non, on est d'accord. Oui, bien sûr. À part ça, on a touché aux jeunes, on a touché à la crise actuelle. Je suppose que tu dois avoir des choses derrière l'importance des mots et la sémantique par rapport à ce que j'avais noté. Où les gens sont quand même perdus dans ce monde des formes et on va évidemment en rejoindre sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la peur et par rapport à l'émotion et par rapport à la raison. Mais tu sais, tu as souvent mis le doigt sur ce choix des mots qui est vraiment très important. Et parmi les gens qui m'entourent, et même les plus proches, je vois que parfois on dit des choses, mais non, c'est pas grave, j'ai voulu dire ça, mais j'ai dit ça, etc. Et ce choix des mots, à quel point il structure notre pensée. Je sais que c'est un sujet que tu aimes particulièrement. Ouais. Est-ce que tu le vois actuellement? Est-ce que ça ressort pour toi? Est-ce que c'est exacerbé maintenant? Là, je dirais, ça ne l'a jamais été autant qu'aujourd'hui, parce que la guerre du Covid, on va l'appeler comme ça, parce que c'est comme ça que Macron a décidé de l'appeler, c'est essentiellement une guerre de l'information, clairement. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a deux camps qui s'affrontent, et puis c'est à qui sera le fake news et à qui sera complotiste et à qui aura la vraie info indemne de tout conflit d'intérêts. D'accord ? Donc, on est perdu et c'est vraiment, véritablement une guerre de l'information. Et dans cette guerre de l'information, si on n'est pas capable de comprendre la portée de chaque mot, de chaque terme, on ne peut pas comprendre où les gens veulent nous amener. D'accord ? Je te donne un exemple. Moi, sans me mettre d'un côté ou de l'autre, parce que moi, j'ai pas de parti, mais on voit très bien les gens qui traitent les personnes de complotistes dans cette guerre de l'information, ont systématiquement tendance à s'appuyer sur la forme et non sur le fond. C'est-à-dire qu'ils vont, sous prétexte de traiter les gens de complotistes, ils vont s'éviter d'avoir argumenté sur le fond qu'ils ont mis en avant. Comme si le fait de traiter les gens de complotistes était un argument. Et bien ça, c'est un problème aussi du langage. Parce que les gens pensent quand on dit complotiste, ça veut dire que tout ce qu'il dit est faux. Ça n'a rien à voir. Et puis, c'est pas parce qu'il y a complotiste que c'est faux. C'est pas parce qu'il y a complotisme que ce n'est pas vrai. Tu vois ? Donc là, on voit très clairement comment la guerre de l'information dénature le vrai fond du problème. Du coup,
moi, je trouve qu'on devrait mettre une amende à chaque fois que quelqu'un parle de complotisme, dit complotisme, parce qu'au lieu de dire ça, qu'il explique pourquoi il considère que c'est du complotisme et qu'il argumente sur les arguments que donnent les complotistes, au lieu de perdre du temps à dire complotisme. En plus, ça veut rien dire. Je veux dire, c'est noyer le poisson. Ouais. Tu vois? Donc, dans ce genre de situation, actuellement, c'est systématiquement ça. Dès qu'on n'a plus d'arguments, on utilise ça et les gens acceptent qu'on dise complotiste comme ça. On prend ça comme un argument, alors que ce n'en est pas un. C'est, je pense qu'il y a un point aussi qui a souligné et qui est important pour pas justement tomber dans, encore une fois, une lutte. Ou quand on est les premiers à dire que cette réflexion que tu viens de décrire là, elle va pas nous mener vers plus d'humanisme et plus de lien social. Non, tout à fait. Donc, mais nous n'attaquons pas les personnes en tant que telles. Enfin, moi en tout cas, je vais m'exprimer pour moi parce que je dis nous, mais toi, je sais pas, je vais pas m'inclure dans le groupe, mais moi en tout cas, je ne vais pas juger Macron. Macron, je pense qu'il est la résultante, et je pense que tu vas me rejoindre, de l'environnement dans lequel il a été formaté. Ah, mais absolument. Et je pense même que ces gens-là, ce sont sans doute ceux qui ont le plus besoin d'aide et qui sont le plus perdus dans leur vie. Oula, oui, clairement. Je ne connais pas monsieur Emmanuel Macron, personnellement. Donc je l'ai cité au hasard, mais c'est simplement pour dire que si vous tombez sur des manipulateurs pervers, tout ce que vous voulez, etc., que vous mettez des étiquettes, encore une fois, sur ce genre de personnes-là, pensez qu'ils sont la résultante d'une éducation, d'une enfance, d'un environnement, vraiment d'un formatage, que ce soit les grandes écoles, que ce soit l'ENA, que ce soit machin, etc. Et que nous œuvrons pour un système nouveau dans lequel vraiment les valeurs humanistes seraient premières, et nous n'essayons pas d'accuser, encore une fois, des dirigeants, des politiciens, etc., etc. Nous faisons une réflexion par rapport à un système et pas des personnes. Comme le dit souvent mon pote Idriss, les petits esprits attaquent les personnes, les grands esprits attaquent les idées. Et c'est vraiment ça que je pense qu'il faut être clair là-dessus, parce que très facilement, dans notre discours, on va dire les gens, les manipulateurs, etc., mais on n'attaque personne. Non, mais en fait, on se moque éperdument, mais sans aucune méchanceté, on se moque éperdument, et moi je m'inclus quand je dis ça. On se moque éperdument des messagers, en fait. Ce qui compte, c'est le message. Donc, il faut qu'on prenne du temps pour s'interroger, se questionner sur les messages. Arrêtons de perdre du temps avec les messagers. Peu importe que ce soit Macron ou quelqu'un d'autre qui le dise, peu importe que ce soit. Ce qui est important, c'est ce qu'il dit et les implications de ce qu'il dit. Et c'est sur ça qu'il faut qu'on construise notre raisonnement, et alors qu'on perd énormément de temps à discuter autour des messagers. Mais les messagers, ils représentent rien, ils disparaîtront. C'est pas les messagers qu'on transmettra à nos enfants, d'accord? C'est les conséquences de nos messages. Et les messagers, c'est vraiment uniquement de la réponse émotionnelle. Exactement. Donc, il faut bien différencier le contenant du contenu. D'accord? Il faut, à mon avis, si on veut vraiment être constructif et vraiment avancer, œuvrer pour, encore une fois, il faut se concentrer de façon posée sur le contenu. C'est pas facile, hein? C'est pas facile parce que dans la rue, tu arrêtes quelqu'un et qui a un masque, qui a peur, tu sens qu'il est imprégné par toute cette situation-là, et dans n'importe quelle conversation, tu vas lui dire, mais tu crois que les grands médias, etc., ils te disent la vérité, etc., tu les crois, toi? Et il dit, ben non, je sais très bien, je les crois pas, etc. Mais alors pourquoi tu les écoutes là? Pourquoi tu me répètes ce qu'ils viennent de te dire? Pourquoi tu fais comme ils te disent de faire? Et tu vois que là, il y a comme dirait encore une fois Arthur, une sorte de dichotomie qui se passe dans la tête de la personne. C'est-à-dire que, voilà, il y a des choses quand même qui sont pas faciles à absorber, et surtout, comme tu viens de le dire, et comme était très fort Einstein pour nous mettre les doigts là-dessus, c'est quelles sont les implications de votre réflexion, monsieur ou madame? Quelles sont les implications? C'est ce qui compte. Parce que dire des choses, si tu veux, on peut brasser des mots comme ça à tout vent. On peut, hein, ça peut nous faire passer du temps. Mais ce qui est important, et ce que les gens, enfin, la plupart des gens ne prennent pas suffisamment de temps pour comprendre les implications de ce que l'on dit, de ce que l'on fait. Alors que c'est ça qui compte, parce que c'est ça qui va entraîner tout un phénomène d'adaptation et de compensation par la suite. C'est ça qui va construire notre civilisation. D'accord? Donc, les implications,
il faut que les ampoules, elles s'allument de suite. Donc, quand on dit quelque chose, c'est pas ce truc-là qu'il faut, c'est les conséquences qu'il faut anticiper. Comprendre, ok, donc si on dit ça, ça veut dire que, voilà. Et tu sais que la machine humaine est essentiellement basée sur l'anticipation. Donc, ces phénomènes-là, c'est les phénomènes sur lesquels, on doit garder le plus d'attention. Être toujours dans l'anticipation des conséquences de ce qu'on dit et de ce qu'on fait. C'est pour ça que les mots ont tant d'importance et que je peux être encore pénible sur le langage. Alors, la sémantique, c'est une chose, mais le langage en est une autre. D'accord? C'est-à-dire que la sémantique, on peut être vraiment sur quelque chose de très académique, mais il y a le langage. Parce que dans le langage, parfois, au-delà de la racine du terme et tout ça, on peut lui faire dire des choses, c'est-à-dire qu'on peut s'accorder à ce qu'un mot signifie autre chose que ce pourquoi il a été créé. Et c'est ça qu'il faut relever. C'est ça qu'il faut relever. Parce que ça donne, c'est des portes ouvertes après pour des incompréhensions qui sont du coup à la base des travaux que je suis en train de faire actuellement par rapport à qui tu sais. Voilà. Pour ne pas le reciter encore une fois, l'une de ses meilleures conférences, récentes d'ailleurs, en conclusion, il dit bon, on m'a catégorisé comme philosophe, on m'a catégorisé comme physicien, on m'a catégorisé, j'ai travaillé sur plein de termes, etc. Mais je me rends compte au bout de 40 ans que, en fait, moi, mon boulot, il est sur le vocabulaire, il est sur les mots. Bien sûr, mais bien sûr. Et ça devrait être le cas de tout le monde. Ouais. Parce que si on faisait cet effort, si nous faisions tous cet effort, mais il n'y aurait plus d'incompréhension. Parce que la plupart du temps, c'est pas qu'on n'est pas d'accord. C'est qu'on dit la même chose, mais de façon différente. Et comme on le dit de façon différente, mais qu'on ne s'est pas accordé sur le sens des mots, en fait, on a l'impression de ne pas être d'accord. Et du coup, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. C'est une histoire de sens. Alors, pour citer un autre auteur que tu m'as fait découvrir, Jean Stone, la recherche, notre existence a-t-elle un sens? A-t-elle un sens? Si on peut laisser, on a parlé des stoïciens. Alors moi, je ne citerai que Marc Aurèle, Épictète et Sénèque qui m'ont quand même transformé la vie. Mais un autre livre que tu m'as recommandé, que j'ai surligné avec ce stylo 4 couleurs à toutes les pages, comme un taré, parce que il y a quand même des pépites dedans et qui nous expliquent à quel point c'est important de se rendre compte à quel point notre réflexion depuis 100 ans a complètement changé. On a changé de paradigme et pourtant, ce n'est pas encore intégré, les implications ne sont pas encore là dans la plupart des esprits. C'est la partie la plus importante quasiment du livre. Ouais, c'est la partie la plus importante. C'est de comprendre qu'il y a cette inertie entre le moment où les révolutions apparaissent et le moment où elles sont intégrées par la population. C'est très important ça. Ce qui rajoute au fait que ce moment actuel, là, il est vraiment charnière parce que ça faisait 100 ans. Ça fait 100 ans qu'on les a plus ou moins, ces changements de paradigme. C'est-à-dire que c'est une révolution, c'est même pas une évolution, on change tout, quoi. Ouais. Et c'est maintenant. C'est ça. C'est ça. Et là, on est vraiment à la porte, et c'est pour ça que moi, je suis vraiment tout excité. C'est que on est à la porte d'une révolution, mais qui ne va pas être... elle va être culturelle, si tu veux. C'est-à-dire que toute notre philosophie, tout notre système de pensée va être bousculé parce que ce stress généré par ce Covid à l'échelle planétaire va nous obliger à revoir nos façons de fonctionner. Tu vois, comme quand tu rentres dans ton bain froid pour la première fois, hein, tu n'es pas habitué, tout d'un coup tu rentres, là, ton corps, il ne dit pas, bon, je ferai peut-être ça un autre jour. Non, c'est maintenant. Là, tu es obligé de t'adapter à cette baisse de température. Et donc, tu mets en place une force. Des nouvelles choses. Et puis une force que tu croyais inexistante même chez toi. Et donc, tu fais jaillir des éléments en toi qui, pour le coup, sont extrêmement humains et qui font de toi qui tu es, mais vraiment en tant qu'humain. Donc, ce Covid, à mon avis, paradoxalement, va nous rendre plus humains. On pourrait dire qu'il fait tomber les masques, mais ce serait un mauvais jeu de mots. Oh, si, elle est pas mal. Elle est pas mal. Bon. Ah si, là, je te l'accorde. Tu la valides? Ah, je valide. Je valide. Bon, Pierrot,
on devrait faire, je sais ce qu'on devrait faire, hein, c'est ce qu'on s'est promis depuis très longtemps, c'est-à-dire Ouais, une on va le faire. chronologie de la physique quantique. Ouais, ça, on va le faire parce que c'est vraiment important. Ça fait un moment qu'on en parle, mais il faut qu'on puisse donner aux gens une vraie chronologie pour qu'ils puissent comprendre un petit peu comment est-ce que ça s'est passé, parce que sinon, c'est trop le bazar. Ouais, C'est trop le bazar, c'est ça trop compliqué. rejoint, on l'a évoqué pendant cette petite heure qu'on a passée ensemble, c'est-à-dire pourquoi on sait ce qu'on sait maintenant et comment on l'a su, comment on l'a appris. Et une fois qu'on a ça, une fois qu'on a ce pourquoi, comme tu dis très bien, et je me rappelle Ouais. très bien de ta phrase dans la conférence, c'était une fois que vous avez votre pourquoi, vous avez un filtre à bullshit, on vous la fait plus. On vous la fait Ouais, plus. on vous la fait plus. Ben oui. Voilà. Et c'est vrai, Ouais. parce qu'on a une certaine Ouais. forme d'invincibilité, c'est-à-dire qu'on Ouais. va très bien différencier et discriminer ce qui est de l'ordre de l'opinion et de la vie, et de vraiment de quelque chose de fondé, quoi. Ouais. Donc, Absolument. il faut qu'on fasse cette série de vidéos. Ouais, il faut qu'on la fasse. Si on reprenait les grands changements de paradigme, les grands chapitres en fait de Jean Stone, ce serait très intéressant aussi, je pense, de voir Ah oui. tu vois, au niveau de l'évolution, au niveau, je sais pas moi, du darwinisme, au niveau de plein Oui. de choses. Oui, il y a les mathématiques. Il y a les mathématiques. Les mathématiques. Très, très gros chapitre. Ah ouais, D'ailleurs, je me permets. Oui. Je crois que je t'en ai déjà parlé, mais je suis en train de. Mais bon, parce que je suis en train de relire un bouquin là. Il est extrêmement technique, mais je suis obligé d'en parler parce que je pense que c'est l'un des ouvrages qui m'a le plus secoué ces dernières années. Donc, je l'ai là. Tu me l'avais envoyé, mais je pense que c'est hors de ma portée. Je ne sais pas si tu le vois. Ouais. Donc, c'est mathématiques et sciences de la nature, la singularité physique du vivant. C'est un bouquin. Alors, il est très, très, très technique. Je tiens à préciser, c'est pas, on lit pas ça à la plage, d'accord? Faut vraiment avoir mais c'est incroyable parce que on a vraiment là une approche holistique du vivant à partir de tous les outils scientifiques que peuvent être la chimie, la physique ou les mathématiques. Et c'est extrêmement rare d'avoir une approche aussi globale qui arrive à extraire justement la singularité du vivant. D'accord? Parce que il arrive dans ce bouquin à expliquer quelle est la spécificité du vivant au travers, notamment au travers des mathématiques. Ce qui semble complètement fou, mais c'est incroyable. Donc, peut-être qu'on aura, si j'arrive à le populariser un petit peu, on en parlera, mais c'est vraiment un très, 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 très bel ouvrage. Donc, moi, je n'en entends jamais parler, nulle part. Dans les bibliographies, tout ça, on le retrouve jamais. Et ce gars-là, je trouve qu'ils sont c'est deux Italiens. Ils ont fait un travail prodigieux. Donc, voilà, je voulais les féliciter. Eh ben, j'espère qu'on en fera une bonne publicité. Si vous avez vraiment des bonnes connaissances en mathématiques, ben, voilà, jetez-vous dessus. Hein. Ouais. Ah oui. Ah, franchement, oui. Oui. Là, c'est un très bel investissement. Très, très bel investissement. Bon, mon Pierrot. Oui. On se refait ça dans pas longtemps, j'espère. Eh bien, écoute, quand tu veux. Hein. Moi, oui, quand tu veux, parce que je pense que ça va nous prendre un petit peu de temps pour tout poser. Ouais. Et comme on va faire quelque chose de très propre, il faudrait qu'on le fasse assez vite. Génial. Ça marche ? Avec grande joie. Parfait. Merci, mon ami. Avec grand plaisir, je t'embrasse. Mon capitaine d'équipage. Tiens-moi au courant. Bye à bye. très vite. Bye. Ciao.